Alors après avoir fait tout ça, je me suis rendu compte que finalement il y avait une personne dont je ne parlais assez peu, que je prenais un peu pour une icône, une belle image, parce que c'est vrai que l'allure du Cheikh Yassine avec son voile, sa barbe, son grand sourire, c'est quelque chose qu'on met bien sur un mur, et j'avais l'impression que c'était un peu une icône, ou une genre d'icône. Et puis en discutant avec les uns et les autres, je me suis aperçu que pratiquement tous ceux, les dirigeants qui sont sortis de Marjezour 20 ans après, les dirigeants du Hamas, ceux qui sont sortis des prisons en 2011, tous, quasiment tous, il n'y a que ceux de l'extérieur, mais tous ceux qui étaient présents à Gaza ont été les élèves du Cheikh Yassine. Et je me suis dit, ça serait intéressant de creuser et de voir au fond qui était ce personnage, avec de grandes difficultés, puisque c'est quelqu'un qui a eu un accident, qui est devenu tétraplégique à l'âge de 16 ans. Et moi qui suis chirurgien des paralysés, j'ai passé toute ma vie à opérer des paralysés. Tétraplégie, ça m'évoque beaucoup de choses, vous voyez. Donc la première des choses, déjà, c'est de dire, tétraplégique dans une société qui n'aurait pas été une société extrêmement solidaire, où tout le monde s'occupe parfaitement des personnes âgées, des malades, etc., il n'aurait jamais survécu. Là déjà, il y a un fait, un événement, qui est la survie du Cheikh Yassine, qui a été tué lorsqu'il avait 67 ans, donc après plus de 40 ans de tétraplégie. Et puis, je dois dire qu'il y a un document assez exceptionnel, que certains d'entre vous connaissent sûrement, c'est le document du journaliste vedette de Al Jazeera, Ahmed Mansour. Ahmed Mansour, à un moment très précis, et d'ailleurs ça se retrouve dans le bouquin parce qu'il y avait vraiment un moment et pas un autre où Ahmed Mansour a pu attraper le Cheikh Yassine, si j'ose dire, et il a eu le coup de génie de faire un entretien fleuve qui a duré plus de 6 heures, je crois qu'il a fait en 2 jours, où il a fait raconter sa vie au Cheikh Yassine. Et ça, c'est un document formidable parce que tout le monde peut accéder, vérifier. Et je me suis fait traduire par une Palestinienne la totalité des entretiens. Et donc ça donne un petit peu la colonne vertébrale de cette histoire où il se raconte par lui-même. Et il n'y a que lui qui peut parler de son enfance, par exemple, vous voyez. Alors, régulièrement, et c'est intéressant et parfois même c'est amusant parce qu'il avait beaucoup d'humour, le Cheikh Yassine, on voit bien qu'il a été interrogé à un moment donné précis, donc il y a un contexte. C'est 1998, il était sorti de prison dans des conditions rocambolesques, il faisait un peu le tour du monde, surveillé par tout le monde, voilà. Et donc il pouvait parler d'un certain nombre de choses, et puis d'autres, non. D'abord, le principe, et c'est vrai de tout interrogatoire, c'est-à-dire qu'il faut éviter de dire des choses qui peuvent nuire à ceux qui travaillent encore, voilà. Donc ça, on voit qu'il y a un pan un petit peu où il fait des contorsions. Puis il y a des moments où on ne peut pas s'empêcher d'éclater de rire. C'est quand le journaliste lui dit « Écoutez, vous avez quand même passé du temps en Égypte, vous avez été à telle université, vous avez fait de l'anglais là-bas, vous avez bien rencontré des frères musulmans à ce moment-là ?» Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout, non. Alors, et le journaliste, il revient 2 ou 3 fois comme ça, et puis à la fin, l'autre, il craque, et il dit « Ah si, si une fois, je me souviens, il raconte un truc complètement anecdotique qui n'a aucun intérêt. Et puis ça revient encore. D'ailleurs, j'ai eu du mal à mettre tout ça dans l'ordre parce que le journaliste veut revenir à chaque fois quelques années en arrière. Alors moi, j'ai fait un bouquin avec une chronologie, ça me perturbait un petit peu. Et il parle des grands écrivains, des grands théoriciens de l'islam politique. Hassan el-Banna, Seyyed Qutb. Alors Hassan el-Banna, déjà il n'a pas très bonne presse, mais ça vaut quand même la peine de le lire. Et heureusement, il y a des livres, y compris en français, avec les prêches d'Hassan el-Banna. Il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est facile à retenir pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'a jamais lu Hassan el-Banna. Voilà, vous allez retenir cette citation. Hassan el-Banna disait si l'islam, ce n'est pas s'occuper de l'éducation, si l'islam, ce n'est pas s'occuper de la politique, si l'islam, ce n'est pas s'occuper de l'économie, si l'islam, ce n'est pas s'occuper de la société, alors c'est quoi? Ce ne sont que des courbettes, des prosternations vides de sens. Voilà. Voilà.
Bon, c'est facile à retenir, mais ça n'empêche que c'est tellement évident, si vous voulez, que ça vaut la peine de lire un peu dans le texte certaines choses. Alors, Seyyed Qutb, il est quasiment brûlé tous les jours quand on en parle, ceux qui en parlent, y compris d'ailleurs des très mauvais scientifiques qui n'ont jamais lu Seyyed Qutb, qui se contentent, comme certains, de taper dessus. D'abord, il y a un contexte. Et moi, j'ai lu un ou deux livres de Seyyed Qutb. Bon, ben, il y a des citations, quand on les prend telles quelles, on s'aperçoit que finalement, il n'y a qu'un pas entre les idées qu'on appelle de gauche et l'islam politique. Tout simplement parce que les idées sociales, l'éducation gratuite, les soins, s'occuper des personnes âgées, tout ça, c'est du social et c'est extrêmement proche. Et c'est intéressant parce que dans mon parcours, après j'ai interrogé une trentaine de personnes qui l'ont connu, et certaines très bien, et quand on étudie le parcours de ces personnes, on s'aperçoit que depuis les années 60, eh bien, il y a eu des passages de la gauche marxiste à l'islam politique. Les anciens de l'islam politique, y compris Yasser Arafat, Abu Jihad et Abu Iyad, sont des anciens, non pas frères musulmans, mais ils ont fait partie de l'association parce que c'était la seule association qui, à un moment donné de l'histoire, luttait contre le colonialisme, etc. Et puis ils s'en sont détachés. Il en reste toujours quelque chose. Et du côté du marxisme, j'ai eu, tout ça c'est dans le bouquin, vous verrez aussi un bon entretien avec Nicolas Dotte-Pouillard, qui est un chercheur français qui vit au Liban et qui a étudié le marxisme, tous les mouvements de gauche marxistes du Proche-Orient et qui connaît très bien le sujet. Et il a un discours j'ai résumé, où il explique que finalement les marxistes, ce ne sont pas des marxistes qui se sont imposés au nationalisme, ce sont des nationalistes qui ont été un petit peu teintés de marxisme. Et j'ai trouvé que ça se résumait assez bien dans un autre entretien que j'ai eu avec Mariam Abou Dakar. Mariam Abou Dakar, c'est la responsable aujourd'hui, la leader, la figure historique, la maman, on peut dire, du FPLP à Gaza, qui s'entend comme larron en foire avec les gens du Hamas. Et Mariam Abou Dakar m'a raconté son histoire. J'ai eu des entretiens longs avec elle, là aussi, qui ont enregistré. Et Mariam Abou Dakar était une famille bourgeoise musulmane de Gaza. À 14 ans, elle s'est accrochée à la cause palestinienne. Elle a commencé à militer. Elle a été attrapée à 17 ans et mise en prison pendant 1 an et demi en Israël. Elle a été expulsée ensuite au Liban. Septembre Noir, et puis elle est arrivée au Liban où elle a rencontré les leaders du FPLP, Georges Habash et Wali Haddad. Et Georges Habash et Wali Haddad lui ont dit, bon écoute, tu as 18 ans, 19 ans, tu n'as pas ton bac, il faudrait que tu fasses des études parce qu'on sent que tu as du potentiel, et nous, dans l'avenir, on aura besoin d'intellectuels, de femmes, voilà. Et donc tu vas te cultiver un petit peu. Et ils l'ont mis pendant 1 année au sud du Liban, à Tyr, et ils lui ont dit, bah, écoute, tu vas lire tous les bouquins russes qui ont été traduits en arabe, puis nous on n'a pas le temps, tu vas nous en faire des résumés. Voilà. Alors, il dit ça, et puis Georges Habash revient la semaine d'après, et il dit à Mariam, alors qu'est-ce que tu as lu cette semaine? Alors elle dit, j'ai lu Lénine. Je ne sais pas si vous savez, mais Lénine, c'est 40 volumes. Hein. J'ai lu Lénine. Elle lui dit, ah oui, très bien, et qu'est-ce que tu en as retenu? C'est un type bien. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé que ça résumait très bien la pensée de Nicolas Dotte-Pouillard avec la question du marxisme et de l'islam politique. Voilà, donc ce Cheikh Yassine, il y a la tige, si vous voulez, qui est constituée par son interview long auprès d'Ahmed Mansour. Et puis, vous verrez autour que j'ai une trentaine de personnages qui ont été, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, qui ont été, lorsqu'ils avaient 12 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans,
les élèves, c'est-à-dire que le cheikh Yassine se déplaçait avec toute une petite troupe, ne serait-ce que pour l'aider à se déplacer, de mosquée en mosquée, et puis on allait chez lui, la maison était ouverte. Moi je n'ai qu'un regret, d'ailleurs, j'ai croisé le cheikh Yassine en 2004 une fois, ou 2003, il m'a fait un grand sourire d'ailleurs, il était très avenant, il entrait à l'hôpital Shifa, et je regrette qu'une chose évidemment, c'est de ne pas être allé l'interroger, parce que c'est quelqu'un justement qui appréciait d'avoir ce contact avec les jeunes, parce qu'il disait, eux c'est l'avenir, et c'est eux qui font former, et il a eu énormément de prospectives. D'ailleurs j'ai voulu appeler ce bouquin Cheikh Yassine, le visionnaire, par opposition à Arafat, l'irréductible de Amnon Kapeliouk. Parce que, contrairement à Arafat, le Cheikh Yassine a eu une vision, et c'est les raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je n'ai pas terminé ce bouquin à la date de son assassinat en 2004, mais je l'ai terminé en 2024, parce que tout ce qu'il a dit, ou toutes les idées qu'il a lancées, correspondent effectivement, exactement à ce qui s'est passé au cours des 20 années qui ont suivi sa disparition. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important, parce que, par exemple, quelles sont nos sources? Vous voyez, les sources des gens qui veulent se documenter auprès de chercheurs compétents. Henri Laurence, Collège de France, c'est un monument et c'est justifié, très bien. Écoutez, si vous regardez, il a écrit un livre qui s'appelle La question de Palestine, c'est 5 volumes de 8 à 900 pages chacun, vous voyez. Et si vous prenez par exemple le volume, je l'ai écrit dans l'introduction, je ne sais plus si c'est le 3 ou le 4, et bien sur une période qui va de 1987 à 2007 par exemple, qui correspond à la période vraiment de création du Hamas, assassinat de Cheikh Yassine, eh bien vous apercevez que rien qu'en regardant l'index des noms cités, vous apercevez que Yasser Arafat est cité 200 ou 300 fois, les chiffres sont dans l'introduction, je me souviens plus très bien, et le Cheikh Yassine 2 fois. Alors qu'en réalité, la trace du Cheikh Yassine est infiniment supérieure je dirais pas à celle d'Arafat, mais en tout cas à celle qu'on lui fait dans les livres officiels. Et ça, c'est un véritable problème, parce que même si vous prenez les gens les mieux intentionnés, par exemple, j'ai écouté un très long entretien qui a eu lieu sur un site internet. Ce sont des entretiens de durée illimitée. Moi, j'aime beaucoup ce format, vous voyez. Je vais vous retenir tard ce soir. Et donc, il y a un entretien de 3h30 qui a été fait avec 2 personnes qu'on apprécie énormément, qui sont très intelligentes, très louables, qui disent que des choses intéressantes, qui connaissent le sujet, qui sont Alain Grèche et Ronnie Broman, vous voyez. Ronnie Broman, Médecins sans frontières pendant 12 ans, un type bien de chez Médecins sans frontières, ils ne sont pas tous bien, mais lui c'est un type bien, j'insiste, et Alain Grèche, bon, qui a écrit des bouquins là-dessus, qui connaît, voilà. Et j'ai été frappé par une chose, ils ont dit des choses intéressantes. Au bout de 2h30 ou 3h, le journaliste essaye de leur poser un petit peu, bon maintenant qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi l'avenir, etc. Et j'ai été frappé par le fait qu'à ce moment-là, il n'y avait plus rien. Mais je me suis dit, pourquoi ils n'ont plus rien à dire, pourquoi ils n'arrivent pas à imaginer? De toute façon, l'avenir est devant nous. On est sûr que l'avenir va se produire, donc on peut quand même, à partir de toutes ces sources énormes qu'ils ont, imaginer des scénarios. Et je me suis rendu compte que pendant l'essentiel de ces 3h ou 3h30, eh bien, ils n'avaient parlé que du point de vue israélien, pour le critiquer, pour dire que c'était pas bien. Mais c'est-à-dire qu'ils ont remis à la partie israélienne les clés de l'avenir. Moi, je pense exactement le contraire. Depuis 1947, et ce n'est pas de l'opinion, c'est la réalité, le comportement de l'État israélien n'est pas le comportement d'un État. Il n'a respecté aucune des règles des Nations Unies, aucun des accords qu'il a passés. Donc, c'est une erreur complète de vouloir négocier, de pouvoir s'intéresser à l'équilibre des partis politiques, à l'opinion, à tout ce qui se passe en Israël, parce que de toute façon, ce n'est pas de là que ça va venir. Voilà. Et j'ai leurs frontières. Rien que ça, rien que ça. Voilà, les critères qui n'a pas déclaré ses frontières. Les critères étatiques de la Palestine, en termes juridiques, sont beaucoup plus solides dans la balance. Les critères d'un État, il y en a un certain nombre. Eh bien, c'est évidemment la Palestine qui pèse le plus lourd en termes de critères étatiques.
Donc finalement, il n'avait pas de choses à proposer. Et je me suis rendu compte, je ne l'ai pas réécouté parce que 3h30 c'est quand même assez long, mais je me demande s'ils n'ont pas cité 5 noms de personnages arabes dans leur discours pendant 3h30. Voyez. Moi, dans ce bouquin, je ne sais pas pour me mettre en valeur, mais en tout cas, j'ai interrogé des gens. Si vous allez à l'index des noms cités, vous avez 300 personnes qui sont citées. 300, voyez. Donc chaque personne qui a répondu à mes questions ou qui figure dans le texte, si vous voulez, peut se retrouver et voir ce qui est dit. C'est comme ça, par exemple, j'ai pu faire ces jours-ci une petite vidéo sur Yahya Sinwar. Yahya Sinwar, donc la déferlante médiatique occidentale a été absolument catastrophique et totalement honteuse et complètement décalée par rapport à la réalité. Bon, bah, j'ai pris le bouquin, il y avait 38 références de Yahya Sinwar, ça m'a permis de raconter sa vie un petit peu mieux que ce qu'on a entendu dans nos médias, et notamment de le faire s'exprimer dans des textes, dans des déclarations politiques, avec 2 sources extrêmement solides et intéressantes. La première, Yahya Sinwar, il a passé 23 ans en prison, il a été mis en prison en 1988, donc en 2006, au moment où le Hamas gagne les élections parlementaires, il est en prison. Et comme ça se passe de temps en temps en Israël, et c'est là où la démocratie israélienne, parfois il y a des tout petits signes quand même qui nous signent la démocratie. Quand on lit Haaretz, Gideon Lévy ou d'autres, il y a une certaine liberté d'expression. Et plusieurs fois, les Israéliens ont fait pénétrer la télé pour interroger, y compris le Cheikh Yassine, et vous verrez qu'il les a roulés dans la farine d'une façon extraordinaire. Vraiment, c'est un personnage. Et là, il s'agit d'Yahya Sinwar. On est en 2006, le Hamas vient de gagner les élections, et là, on envoie la télé israélienne pour interroger Yahya Sinwar. Et vous verrez ce qu'il dit. C'est d'une logique. Il y a une maîtrise du langage. Ils ne disent pas les Israéliens, parce qu'il sait très bien que 20% des Israéliens sont des Palestiniens. Alors ils ne disent pas les Juifs ni les sionistes, parce que ça ne sera pas bon. À chaque fois, le journaliste lui dit « Et les Juifs ceci, qu'est-ce que vous pensez ?» Et il répond « L'occupation cela ». Vous voyez, c'est-à-dire qu'il prend le mot « occupation » et « occupation, occupation ». Et du coup, ce qu'il dit a un poids absolument extraordinaire. Et son programme, qui, entre parenthèses, est le programme du Hamas, je dirais, depuis Marjezour, pratiquement, c'est depuis 40 ans. Et son programme est d'une grande logique. Ce qu'il dit est complètement d'actualité, en ce sens qu'il parle d'une trêve de longue durée, que les Israéliens doivent penser à une trêve, parce qu'on ne peut évidemment pas signer la paix demain avec des frontières, des compensations, c'est totalement inimaginable. Il faudra, et on en revient à la notion de génération du Cheikh Yassine, il faudra au moins une génération pour régler ces problèmes-là, sur la base de l'autodétermination, et c'est d'ailleurs la conclusion de Fatou Bensouda à la Cour pénale internationale. Elle dit, nous, en prenant la Palestine comme un État et on va enquêter sur tel territoire, ce qui ne présume pas des frontières, qui ne pourront être fixées que sur la base de l'autodétermination de toutes les populations concernées. C'est-à-dire que la position du Hamas et la position de la procureure de la Cour pénale internationale de l'époque, Fatou Bensouda, est parfaitement superposable. Ça, personne ne le dit. Et puis concernant Yahya Sinwar, il y a un autre document qui est dans mon bouquin, et j'ai vu qu'il est ressorti ces jours-ci, il est remonté à la surface. C'est là où on voit qu'un travail ancien comme les cadavres, vous voyez, il y a un moment donné où ça remonte à la surface. Et là, c'est le moment important, ça enrichit le présent. Eh bien, il y a une longue interview qui a été faite au moment où Yahya Sinwar a été élu, je dis bien élu, a été élu à la tête du mouvement Hamas de Gaza. Et c'est une journaliste italienne qui s'appelle Francesca Bori qui est allée le voir et qui a passé 5 jours à le suivre. Et c'est là où je rejoins la discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est-à-dire que dans cette longue interview, donc qui date de long papier, qui date de 2018, qui date de 2018, Francesca Bori dit: avant de m'intéresser à l'islam politique, au Hamas et tout ça, avant d'aller voir Yahya Sinwar, j'ai lu tout ce qu'il y avait dans la bibliothèque. Je crois qu'elle était étudiante aux États-Unis à ce moment-là. J'ai lu tout ce qui avait été écrit sur la question dans cette bibliothèque aux États-Unis et je n'ai rien appris. Je n'ai rien appris, tout simplement parce que c'était toute une littérature à charge
avec des poncifs, avec les idées reçues et tout ce qu'on veut. Et il n'y avait rien de solide dans tout ça. Et elle a fait un article absolument formidable. Et là aussi, elle a eu plusieurs entretiens au cours de ces 5 jours avec Yahya Sinwar, et qui explique tout le contraire de ce qu'on a décrit dans nos médias au cours des dernières semaines. Et on comprend parfaitement que finalement, ils ont tous été les élèves du Cheikh Yassine, à l'exception de Fatih Choukaki, mais c'est une autre question. Il a été son élève et puis il a divergé parce qu'il n'était pas d'accord sur la place de la résistance armée. Le Cheikh Yassine pensait que c'était trop tôt. Mais donc ils ont tous été ses élèves et on voit finalement que les orientations qu'il a données eh bien, sont valables jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.